Voilà, alors on a vu une addition, une multiplication par un scalaire et une multiplication interne, mais avec condition à l'appui. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut un nombre de colonnes qui correspondent au nombre de lignes. Maintenant, on va avoir une seconde vague de choses. C'est bon, une petite vague hein, quand même, hein. C'est des involutions. Hein, ces matrices sont dotées de deux involutions. Une, ça va être la transposition, et l'autre, ça va être l'inversion, bon, à condition, bien sûr, qu'on se restreigne à des matrices d'abord carrées, et ensuite inversibles. Et voilà, on aura à peu près tout l'outillage de calcul dont on a besoin sur les matrices, à condition bien sûr qu'on sache cet outillage, à quoi il correspond dans le monde des applications linéaires. Et bien là, on va voir l'involution transposée. C'est une involution, ça veut dire que quand on le fait deux fois, on retombe sur ses pattes. La transposée, ça veut dire qu'on prend une matrice, elle est rectangulaire, et on va remplacer ces colonnes, on va dire, par des lignes. Voilà. Donc ça va faire qu'une matrice MN va devenir une matrice NM. Donc ça, c'est pas un problème. Vous transposez à vue en lisant en colonne et vous écrivez les lignes. Donc vous lisez, voilà, la JM colonne, ça va correspondre à la JM ligne de la matrice. Voilà. À quoi ça correspond cette action? Pourquoi on s'y intéresse? C'est pas juste pour le plaisir de transposer une matrice et d'écrire en vertical. En fait, c'est parce que ça provient de la dualité. Si vous prenez une application linéaire, petit f de E dans F, deux espaces vectoriels, alors vous en avez toujours pareil avec la dualité, une deuxième gratuite, qu'on appelle la transposée, mais cette fois-ci qui va aller de F étoile dans E étoile. Donc déjà, on commence à voir l'idée des changements de lignes et de colonnes, d'accord, déjà dans les tailles des matrices, de phi qui a phi associe phi rond f. Hein, et qu'on appelle, en fait, phi rond f, ça va être donc ça, f transposé de phi. D'accord. Donc regardez, hein, vous avez phi qui est dans f étoile, donc ça va de f dans k, f qui va de E dans F, et F transposé de phi, c'est l'application qui va de E dans K, donc elle est bien dans E étoile, parce que tout ça c'est linéaire, et ici c'est phi rond F, c'est-à-dire F suivi de phi. Voilà. Et on a défini l'application transposée, elle est bien définie, parce que si c'est linéaire là ça va bien de E dans K et c'est bien linéaire. Et puis, F transposé, vous vérifiez qu'elle est linéaire. Quand on remplace phi par une combinaison linéaire de phi i, ben là on a une combinaison linéaire des F transposés de phi. Donc ça, c'est pas difficile. Et cette opération transposée par les matrices va bien correspondre, alors il faut le dire bien, à la transposition de l'application linéaire. Donc, si vous voulez, ça, moi je le vois, tout ce monde de matrices, comme un monde des ombres, quoi, voilà, quoi, du calcul, mais le bon objet, hein, si on pense à la caverne de Platon, où on voit des ombres dans la caverne, Platon voit des ombres dans la caverne, et en fait, nous ne voyons que des ombres, alors que ce qu'on voit, c'est juste la projection d'objets plus fondamentaux. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est un peu le monde des matrices, le monde des ombres, et les bons objets, hein, ici, les objets fondamentaux, hors de la caverne de Platon, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la formule? Le théorème, on va dire, si on veut l'appeler théorème, si ça vous amuse. La matrice de f transposé, qui est une application linéaire d'un espace dans un autre. Dans quelle base? La base de départ, on va prendre ici, hein, on va prendre base E, base F. Donc ici, on va prendre une base de départ, forcément F étoile et là E étoile. Donc ça, c'est la base de départ. Et la base d'arrivée, je vous rappelle que je le mets à gauche.
Donc ça a un sens. Eh bien, c'est égal à la matrice de f de E dans F, donc ça c'est encore les bases, mais la matrice transposée pour la transposition, alors ça c'est une transposition qu'on vient de définir, mais ça c'est la transposition de remplaçage des colonnes par des lignes et inversement. Voilà. Alors la preuve est, bon, une fois qu'on a écrit ça, on doit pouvoir en exercice, vous devez pouvoir le faire en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que f transposé de, alors ici je vais prendre le jème élément dans le départ, donc fj étoile. Il faut montrer que c'est égal à la somme de d'éléments ici ei étoile avec des coefficients et que ces coefficients sont exactement les coefficients de la matrice transposée, c'est-à-dire si la matrice était AIJ, donc normalement s'il n'y avait pas eu le transposé, j'aurais mis AIJ, mais là c'est la transposée, donc j'ai remplacé les lignes par les colonnes et inversement, donc c'est AJI maintenant EI étoile. Si la matrice de F, dans les bases EF, ici, hein, c'est AIJ. Voilà, vous voyez, on a transposé. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Alors comme on est dans le monde des applications linéaires, et des formes linéaires en particulier, bah, on peut évaluer pour montrer une égalité, hein, ça doit être un réflexe pour vous, l'évaluation. Hein, vous montrez ça en utilisant le théorème fondamental de l'algèbre linéaire et en évaluant sur une base. Donc je vais prendre ma base, donc je vais prendre un élément quelconque de la base, il faut qu'on ait l'égalité là ici, on pourra assurer cette égalité si et seulement si on a une égalité pour tout k, d'accord, d'accord, puisque ici on est là-dedans, d'accord, hein, ça c'est là-dedans, donc on applique à EK. Donc j'applique à EK, bon, et ben ça fait par définition de f transposé de fj étoile, hein, d'accord, ici, ça fait par définition fj étoile rond f, d'accord, ici j'ai mis fj étoile, donc fj étoile rond f, c'est-à-dire fj étoile de f de ek, donc j'ai abrégé ici. Maintenant, f de ek, eh ben, par définition de la matrice de f, c'est somme de ai k fi, d'accord, le k est là et le i là. Maintenant, je vais faire fj étoile, ben, il n'y a que le terme en j, donc je développe, et il n'y a que le terme en j où on ne va pas avoir de 0 et on va avoir un 1. Ça veut dire que ici, j'aurai un j là, puisque le i à gauche est à gauche par rapport à ce i là. Donc ici, je vais avoir AJK. Mais maintenant, il faut montrer que c'est égal à ceci appliqué en EK. Bah, oui, parce que quand vous allez appliquer ça en EK, le seul non nul, ça va être pour I égale K, et ça va bien être AJK. Voilà, donc on a montré cette chose-là, et on va avoir un objet important qui est l'involution transposée sur les matrices, mais aussi on l'a défini sur le dual. Comme d'habitude avec les histoires du dual, vous voyez que quand on va faire f transposé, transposé, on va aller de E étoile, étoile dans F étoile, étoile, c'est-à-dire moralement de E dans F, mais regardons matriciellement ce qui se passe, et il faut bien se servir des matrices, d'accord? On voit quelque chose d'intéressant, on aurait pu se passer des matrices, mais là on va le voir. Ben, quand on transpose deux fois les matrices, eh ben, on retombe sur nos pattes, et on retombe sur la matrice de départ. Et ben, ça veut dire que ce théorème veut dire que quand on va transposer deux fois f, eh ben, on va retomber sur nos pattes, c'est-à-dire f transposé, transposé, une fois qu'on a assimilé le bidual à l'espace, les deux biduaux à l'espace, et ben, aux espaces, et ben, on aura f transposé, transposé égale f. Hein, voilà. Tout ça, c'est de la bidualité. Je vous conseille de le voir peut-être dans une deuxième, si
la bidualité, ça vous pose des problèmes, cette assimilation de E à E bidual. Bon, vous reverrez ça en deuxième lecture. Voilà. Maintenant, on va regarder l'autre involution, l'involution inverse, mais qui demande beaucoup de conditions aux matrices. Bien, une autre involution, mais sur des matrices spéciales, carrées, inversibles, qui va arriver et qu'on va étudier. Donc une matrice A, alors cette fois-ci c'est une matrice carrée, un coefficient dans le K est inversible, s'il existe B, une matrice B de même taille, hein, telle que AB égale BA égale l'identité. Et on note alors B égale A moins 1. Donc l'identité, c'est cette fameuse matrice avec que des 1 sur ce qu'on appelle la diagonale principale de la matrice. Alors, remarquez, maintenant, on va regarder ça, hein, cette opération en quelque sorte matricielle, on va la regarder au niveau des applications linéaires, c'est-à-dire ici des endomorphismes. On va regarder F, un endomorphisme de E muni de la base petit e, et A, c'est la matrice de F dans E. On a vu qu'on avait un isomorphisme, en particulier une bijection, c'est-à-dire à partir du moment où on a une matrice là, on peut récupérer un endomorphisme unique ici. Et pareil pour B avec G, toujours dans la même base. Donc maintenant, bon, c'est même plus une relation de Chasles hein, ici, mais on a ici, si on veut écrire BA égale identité, ça va s'écrire matrice de G fois matrice de F égale, ben ça on l'avait dit tout à l'heure, c'est la matrice de l'identité. Donc, ça se produit, c'est la matrice de G rond F, et c'est la matrice de l'identité. On applique encore l'isomorphisme, en tout cas la bijection, là, ça fait G rond F égale identité. Voilà. Mais si G rond F égale identité, vous noterez que F est injectif. Pourquoi? Parce que si F de X égale 0, alors G rond F de X égale forcément 0 aussi, puisque G de 0, ça fait 0, le vecteur nul, hein, évidemment. Et donc l'identité de E de X égale 0, c'est-à-dire que X égale 0. Donc F est bien injectif, puisque le noyau est nul. Mais la formule du rang appliquée aux endomorphismes, et en général aux applications linéaires où il y a même dimension à gauche et à droite, et ben, ça implique que F injectif, ça implique que F est surjectif, donc F est bijectif. Alors ça c'est important, parce qu'il y a un truc dans la théorie des ensembles, où si F est injectif, si F est bijectif, alors il existe un unique inverse à gauche qui est aussi inverse à droite, d'accord? Voilà, inverse à gauche, c'est ça la définition, hein, G est inverse à gauche de F, et là c'est G est inverse à droite de F, et ce sont les mêmes, donc ici, le même G va faire le travail d'inverse à gauche et d'inverse à droite. Alors attention, il n'y a pas cette unicité en général, mais quand F est bijectif, alors on a l'unicité de l'inverse ici. Maintenant, ce résultat qu'on vient de voir au niveau des... C'est un théorème de théorie des ensembles basique à bien connaître, hein, d'ailleurs. Hein. Donc maintenant, on regarde ça au niveau des matrices, ben, ça veut dire que si A appartient à Mn de K, B appartient à Mn de K, on a juste besoin d'avoir BA égale IN pour avoir automatiquement AB égale IN, et c'est-à-dire B égale 1 moins 1. Donc vous n'avez pas, même si a priori la définition disait qu'il fallait avoir ceci et cela, ben, là on a besoin de vérifier que l'un pour avoir l'autre automatiquement. Voilà, maintenant je continue avec des petites choses que vous pouvez voir en exercice sur les deux involutions. Donc si A est inversible, vous faites A moins 1, moins 1, ben vous retombez sur A. Donc vous le faites en... Ben, AB, si A est inversible et B est inversible, alors AB est inversible, et AB moins 1 égale B moins 1 A moins 1. Voilà.
La transposée de la transposée, bon ça c'est évident, c'est A. Par construction de la transposée, on échange lignes et colonnes. La transposée de AB, vous pourrez vérifier que c'est la transposée de B fois la transposée de A. Donc ces deux involutions sont des anti-automorphismes en quelque sorte. Mais attention, la transposée est linéaire. Alors que moins 1, c'est pas du tout linéaire. Hein. D'ailleurs, une combinaison linéaire d'inversibles n'est en général pas inversible. Ouais, n'est pas toujours inversible. Et autre chose qui va servir dans la suite, c'est que transposée et moins 1 commutent. C'est-à-dire si vous prenez la transposée d'une matrice inversible, la transposée est aussi inversible, et son inverse, c'est la transposée de l'inverse. Voilà. D'accord ? Ça, vous pouvez le faire en exercice, c'est pas très difficile. Il suffit de regarder juste ce que ça veut dire, et puis d'appliquer ça, puis d'appliquer juste la transposée. On n'a même pas besoin d'aller chercher, pour ces formules, d'aller chercher les applications linéaires qui sont derrière, comme on a eu besoin pour montrer ça, quoi, hein, par exemple. Voilà. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.